Bonjour ma chère Hélène. Bonjour Sylviane. Eh bien écoute, je suis ravie de te revoir, d'autant qu'il y a quand même une sacrée synchronicité puisqu'on a fixé le rendez-vous, ça fait quand même un bon bout de temps. Hier, tu nous annonces que ton livre La valse du sablier est édité, enfin va être édité, va être C'est ça. édité chez Maya. Et nous, ce matin, on a l'interview. Alors, tu avoueras que c'est quand même une sacrée synchronicité, hein. Franchement, je trouve que c'était plutôt pas mal. Alors, j'ai voulu t'interviewer. Je t'ai rencontré il y a à peu près 2 mois à l'occasion d'une soirée chez des amis. Et c'était un groupe de personnes qui s'appelle les Mamans Lumineuses et les Papas aussi. Et ce groupe de personnes, c'est une association, hein, c'est ça, hein, c'est une association qui aide les personnes qui ont malheureusement perdu un enfant. Est-ce que c'est ça, hein, c'est bien, c'est voilà. Donc, moi, ce qui m'avait. Alors, d'abord, j'ai trouvé que ce groupe était absolument d'un courage absolument extraordinaire. Euh, Parce que, bon, moi, je suis maman aussi et je n'ose même pas imaginer ce que doit être la douleur de perdre un enfant. Et tu m'as dit que tu avais fini d'écrire un livre qui justement parlait donc la valse du sablier et qui parlait plus parti, enfin beaucoup de la fratrie parce que c'est un quand on lit des livres, quand on lit des romans même, enfin presque, enfin ou des autobiographies, on met souvent de côté la fratrie. C'est-à-dire que les frères et sœurs, on n'en parle pas. Et c'est ça, moi, cette approche qui m'avait, comment on dit, frappé. J'ai dit, ah, enfin quelqu'un qui parle comment réagissent les frères et sœurs après la mort de leur sœur. Voilà. Donc c'est ça. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ma chère Hélène, nous sommes ensemble. Donc, est-ce que tu peux nous parler de la valse du sablier? Donc, tu as perdu malheureusement une fille il y a 4 ans et demi. Et pendant 4 ans et demi, donc, bah, tu as survécu. C'est le mot que tu as employé, c'est survivre. Et tu m'as dit, bien, voilà, ce roman, eh bien, je suis passée de la survie à la vie et après vivre. C'est ça que tu vas nous expliquer. Je t'ai introduite, on va dire. Maintenant, tu nous expliques, tu nous dis tout. Voilà, c'est à toi. Merci Sylviane. Alors si je peux me permettre, avant de parler de la valse du sablier, effectivement, juste revenir très rapidement sur les mamans lumineuses et les papas aussi. Qu'est-ce que c'est que cette association? Ben, c'est une association donc, que j'ai créée avec deux autres mamans qui ont vécu la même perte que moi. Et donc on s'est rencontrés entre deux confinements d'une manière assez impactante et exceptionnelle. Et très rapidement, à nous trois, on a décidé qu'il fallait aider les autres. Et surtout qu'on voulait vraiment faire quelque chose de lumineux, d'où le nom. Parce que perdre un enfant, effectivement, est quelque chose de terrible. On ne sait pas comment on va s'en relever, mais se relever, il le faut. Et donc, en se donnant les moyens, en trouvant les ressources en nous, et une fois qu'on commence à être un petit peu plus solide, et ben pourquoi ne pas aider les autres pour que eux aussi puissent à leur tour passer justement, comme tu disais, de la survie à la vie, puis ensuite à revivre. Donc, effectivement, moi, je suis passée, j'ai mis longtemps. Tu dis 4 ans et demi, en fait, ça fait un peu plus de 5 ans maintenant que j'ai perdu Ah, ma fille. Mais mon livre retrace 4 ans et demi, les premiers 4 ans et demi. Et donc, à la fin du livre, là où le lecteur va me quitter, j'en suis vraiment au moment où je bascule euh, à nouveau à plein dans la vie et où je réalise que je ne vais pas passer le restant de mon existence à pleurer ma fille, qu'il y a des choses à construire, qu'il y a encore des belles choses qui peuvent m'arriver, arriver à mes enfants, et que ça, c'est primordial. Donc effectivement, Laura avait 24 ans quand elle a eu cet accident de voiture, et Laura, c'est l'aînée de mes 5 enfants. Il faut savoir que j'ai eu 5 enfants très rapprochés, puisque je les ai eus tous les cinq entre 1992 et 1999. Donc ça fait 7 ans de la première à la dernière, avec trois garçons au milieu. Donc Laura étant l'aînée, forcément, ça laisse un grand vide. Je ne vais pas prétendre savoir comment ses frères et sa sœur ont pu tracer leur chemin après ça et trouver des ressources parce que des fois, vous savez, on entend la phrase oh bah lui ou elle, je la connais par cœur. Et on aurait tendance à vouloir dire ça de certains de nos oui. enfants.
Mais c'est pas vrai, on ne se connaît même pas soi-même par cœur. Comment on peut prétendre connaître nos enfants par cœur? Et face à une tragédie comme la perte de leur grande sœur, on ne peut absolument pas assumer ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils sont en train de vivre. Nous-mêmes, en tant que parents, moi en tant que maman, c'est déjà un brouillard totalement confus pendant les premières semaines, les premiers mois. Donc, c'est déjà compliqué de savoir soit où on en est. Et mes enfants, j'ai absolument tenu à plusieurs choses déjà. Je ne voulais pas qu'ils aient une double peine, c'est-à-dire qu'ils perdent leur sœur et qu'ils perdent aussi leur mère. Parce que malheureusement, même si c'est vrai qu'une partie de nous s'en va avec l'enfant qui décède, on reste la maman des autres enfants et ils ont besoin de nous. Alors Et là, donc, je t'interromps, justement, c'est ça là, je trouve très important. Bah, effectivement, on ne peut pas savoir comment les enfants vont réagir parce que chacun va réagir comme nous, avec sa sensibilité. Le manque va être vécu d'une façon différente. Mais toi, en tant que maman, donc, tu viens de dire une chose très importante, c'est que tu ne voulais pas qu'il y ait une double peine. Ça, je trouve ça vraiment, parce que malheureusement, c'est ce que j'expliquais en te présentant, souvent, alors, évidemment, loin de moi la critique, hein, je ne suis pas du tout en train de critiquer, qui suis-je? Mais j'ai le sentiment qu'on est tellement embourbé qu'on ne vit que par ça, qu'à cause de ça, on ne voit plus rien autour. Donc, toi c'est très important de dire je n'ai pas voulu qu'ils vivent une double peine. Ça. Alors, voilà. comment as-tu fait? Alors maintenant, est-ce que j'ai réussi? Est-ce que j'ai échoué? Je ne sais pas, il faudrait le leur demander à eux. Mais je me souviens avoir été assez bouleversée quand quelques mois après, mon fils le plus jeune m'a regardée et m'a dit Maman, on est rassurés parce que tu sais, on a eu très peur pour toi. Et je ne m'étais pas aperçue que je leur avais donné des raisons d'avoir peur. Mais en fait, c'est probablement pour eux l'inquiétude s'est traduite par rapport à la manière dont j'avais de parler toujours de leur grande sœur, de mettre des photos partout, de publier à répétition sur Facebook. Ils ont eu peur que je rentre dans un engrenage un petit peu pathologique, alors que je faisais quand même tout plein d'efforts pour être présente pour eux aussi. Donc, malgré soi, malheureusement, on peut Oui. parfois faire des dégâts. Voilà, on fait au Je mieux. t'interromps là. Quel âge ont tes enfants? Quand Laura est décédée, ils avaient quel âge? Eh bien, ils avaient entre 17 et 23 ans. 17 et 23 ans, d'accord. Ok, Voilà. excuse-moi, je t'interromps, mais bon, c'est important. C'était déjà des hommes et des femmes, quelque part, hein. C'est ça, donc, Oui. d'accord. Oui, alors j'en avais deux qui vivaient encore à la maison. Et puis j'en avais deux qui avaient commencé leur vie d'adulte, mon fils aîné étant fiancé, vivant en Angleterre. Donc, comment dire, effectivement, ça a été très délicat parce que déjà, j'ai été celle qui a dû leur annoncer. Donc, c'est donc mon mari qui a reçu l'appel au milieu de la nuit, qui nous a réveillés tous les deux d'ailleurs, et qui a dû me dire la nouvelle, me la sonner d'une manière directe pour que je comprenne tout de suite que c'était définitif et que je n'ai pas de faux espoirs. Et ensuite, moi, malheureusement, il m'est incombé la dure tâche de l'annoncer à mes quatre autres enfants. J'en avais qu'un à la maison cette nuit-là. Et je voudrais profiter de cette interview pour lui demander pardon parce que, en fait, je n'ai pas eu le courage de lui dire moi-même. C'était le seul qui était dans la maison et j'étais en tel état de choc que je savais qu'il était réveillé parce que je l'avais entendu aller aux toilettes. Il avait probablement entendu mes pleurs, ma réaction, tout ça. Et du coup, mon mari m'a dit, tu sais, il doit se demander ce qui se passe, il faudrait que j'aille le lui dire. Et dans ma tête, je me disais, ok, je ressens effectivement le besoin de lui rassurer, mais de lui rassurer de quoi? Il est arrivé le pire. Et donc, c'est son beau-père qui allait lui dire. Et c'est en ça que je voudrais demander pardon à Peter. Parce qu'en tant que maman, j'ai l'impression que j'ai failli et que ça aurait dû être à moi de lui dire. Donc, je passe les détails de cette nuit assez terrible. Ensuite, le deuxième que j'ai prévenu, c'est par téléphone, c'est mon fils qui vivait en Angleterre. Ça devait être aux petites heures du matin. Et donc, lui, je me suis assurée d'abord qu'il n'était pas tout seul. Effectivement, sa fiancée était avec lui. Donc, je savais déjà en tant que maman que comme il n'était pas tout seul, il y avait quelqu'un avec lui qui pouvait voilà. Le Ensuite, soutenir, oui, le le soutenir. soutenir. Ensuite, le plus compliqué a été de trouver où était ma fille la plus jeune, parce qu'elle était avec son chéri. Et moi, je pensais qu'elle était chez le père, et en fait, elle était chez la mère.
Donc elle, hors de question que je lui dise par téléphone. Il fallait que j'aille lui dire en personne et que je la ramène avec moi d'ailleurs. Donc on est allé d'abord chez le père qui nous a annoncé que non, les enfants n'étaient pas chez lui, ils étaient chez la mère. Je n'étais jamais allée chez la mère avant. Donc bref, j'arrive enfin donc, là où est ma fille. Et voilà, et là, je reste en moi vraiment gravé le fait que je lui ai causé le plus grand traumatisme. Elle était très liée à Laura? Elle était énormément liée à sa grande sœur, et puis elle avait que 17 ans, et puis elle se posait déjà plein de questions sur l'existence, parce que ma petite dernière, c'est une boule de maturité, de philosophie, d'hypersensibilité. Donc c'est elle qui a pris ça de plein fouet, et je dois dire que, en tout cas, sur ce qui se voit et sur ce qui s'est vu par la suite, elle demeure la plus affectée et la plus fragile, et à avoir énormément de mal à s'en remettre. Et ensuite, donc, mon dernier donc, avait fait la fête chez des amis et ne répondait pas à mes messages. Et lui, j'ai pu annoncer que par téléphone quand il m'a enfin rappelé. Il était 16h le dimanche et je venais tout juste de voir ma fille au pompe funèbre à Cahors. Donc, voilà. Tout ça, c'est dans des événements dans la vie d'une maman et dans la vie de ses enfants, forcément, qui créent des traumas et qu'il faut ensuite arriver à, pas à effacer, mais à adoucir et à reconstruire dessus. Donc les jours d'après, ben, c'était un brouillard sans nom, mais j'ai quand même quelques bribes de souvenirs. Déjà, je savais que ma plus jeune, il ne fallait absolument pas la laisser seule, qu'il fallait qu'elle soit entourée à tout moment, même si j'avais des démarches à faire. Je m'assurais qu'il y ait soit son frère, soit son chéri avec elle. Mon plus jeune, justement, ben, je l'ai senti en plein déni. Alors peut-être c'était sa manière à lui de se Oui, de protéger. réagir, oui, oui. Ouais. Se protéger. Ouais. Et je dois lui faire un deuxième pardon, le pauvre, mais effectivement, la veille de la cérémonie, il n'arrivait pas à décider s'il voulait parler ou non lors de la cérémonie de sa sœur. Et donc, moi, ça m'agaçait qu'il n'arrivait pas à se décider parce qu'il fallait que je finalise quand même le déroulé de la cérémonie. Et donc, moi qui ne lui parle jamais brutalement, j'ai été assez brutale. Et je crois même que j'ai dû hausser la voix et je lui ai dit, Peter, maintenant, il me faut une réponse. Et il a fini par me dire oui. Et oui, je m'en veux de ce manque de douceur parce que même si les circonstances font que, voilà, peut-être que si je ne l'avais pas bousculé, lui laisser le temps de venir. Donc, quoi qu'il arrive, c'est ça que je veux exprimer, c'est que même quand on veut bien faire, on n'est pas à l'abri On ne de fait les pas toujours blesser. bien, c'est ça. Non, Enfin, c'est ça. oui. Là, je t'interromps, mais dans une circonstance aussi tragique, aussi difficile, comment peut-on avoir la certitude qu'on va bien agir, hein? On ne peut pas, parce que comme pour le papa, par exemple, on parle souvent du fait que les couples vivent le deuil avec des méthodes et des rythmes différents, mais les enfants, c'est pareil, c'est la même histoire. Oui. On ne sait pas comment ils vont réagir, comment leur chemin de deuil va s'établir et donc comment on peut les aider. Donc, les mois qui ont suivi, ben forcément, j'ai beaucoup accompagné ma petite de 17 ans. Tous les rituels d'aller sur la dune où on avait dispersé les cendres de sa grande sœur, on les a quasiment fait ensemble. Elle voulait toujours être avec moi. Et au bout d'un moment, j'ai eu l'impression d'être son miroir. C'est-à-dire qu'elle me demandait comment j'allais et elle se calait sur mon humeur. Et donc, je me suis dit qu'il y avait un effet un peu délétère, que je devais Oui. lui laisser la place à elle d'aller comme elle voulait, indépendamment de si j'allais mal ou si j'allais bien. Parce que c'est vraiment une éponge à sentiments, ma petite. Et du coup, j'ai essayé de rééquilibrer un petit peu, tant bien que mal. Hein, on apprend en avançant. Et puis, mes trois fils, ils semblaient revenir à leur vie de manière assez rapide, ce qui mettait beaucoup en colère leur petite sœur d'ailleurs, même si j'essayais de lui dire, mais tu sais, c'est pas parce qu'ils disent rien, c'est pas parce qu'ils pleurent Voilà. pas qu'ils ne trouvent rien. Et les années suivantes ont prouvé que si, mais comme je disais, chacun a son rythme. Donc, les années suivantes, pour ma puce, comme je le dis dans le livre d'ailleurs, ça ne s'est pas vraiment arrangé puisqu'elle a développé un cancer lymphatique, probablement dû au choc émotionnel. Hein. Sûrement, oui, sûrement, oui. Oui, puisque elle a fini par avoir une tumeur au thymus, on dit que c'est la glande du bonheur. Donc voilà, sa glande du bonheur à elle était cassée. Donc je suis contente et soulagée aujourd'hui de dire qu'elle est en rémission, mais ça a rajouté une couche Oui, à oui, tout ce disons, qu'elle avait à affronter et toute sa vie d'après. Mais voilà, je tiens à dire qu'elle a un courage phénoménal et que
franchement, je suis très très fière du petit bout de femme qu'elle est et de tout ce qu'elle met en œuvre pour se battre au quotidien. Ensuite, je trouve qu'il est important, même si les enfants décident de ne pas exprimer leur chagrin, ou si on a l'impression qu'ils ne veulent pas vraiment parler du frère ou de la sœur disparue, il est important de leur donner l'occasion de le faire au travers de certaines réunions de famille. Alors, réunion de famille, c'est un bien grand mot, ça fait peur, surtout que, comme je suis divorcée avec le papa, c'était une histoire de famille un peu recomposée, donc ça ajoute encore des difficultés. Mais je voulais quand même leur donner à certains moments l'espace qu'on se retrouve à 5, c'est-à-dire tous les 4 et moi-même. Pas forcément pour s'étendre sur leur grande sœur ou parler d'elle ou se rendre triste, mais vraiment pour exister ensemble et donner l'occasion d'évoquer des souvenirs. Je me souviens du tout premier Noël, donc, qui est intervenu 2 mois après l'accident. C'était un Noël affreux, hein, on ne va pas se mentir. Je résume, oui, ça, oui. Oui, donc je ne voulais pas qu'il se passe chez moi. Donc on l'avait fait chez mon fils, hein, mon fils du milieu, puisqu'il avait son appartement tout petit, 37 mètres carrés. Et puis on l'avait réuni, donc pas le grand frère qui était en Angleterre, mais donc mes 3 plus jeunes et moi-même. J'avais essayé avec eux de faire une soirée de Noël. Je dois dire que voilà, on était tous tellement encore dans le brouillard et tout ça, et dans comment on va avancer, que c'était pas vraiment un Noël. J'avais amené un sapin déjà tout décoré pour se mettre dans l'ambiance, parce que mon fils n'avait même pas pris la peine de quoi que ce soit. On avait essayé de manger des choses qu'ils aiment. J'avais amené une bouteille de champagne parce que je sais que ma petite dernière, voilà, ça pourrait, elle aimait ça. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, sans qu'on s'en aperçoive, elle a quasiment bu la bouteille à elle toute seule. Donc après, elle était très joyeuse par contre. Donc de ce côté-là, ma mission avait réussi. Par contre, le lendemain, la pauvre, elle se sentait pas vraiment bien. Et donc, on va dire que bon, j'ai essayé, on était ensemble, mais il nous tardait surtout que ça soit terminé, quoi. C'était vraiment un simulacre de Noël. Puis ensuite, les enfants ont un peu pris les choses en main à plusieurs reprises et je leur en suis reconnaissante, puisque quelques mois plus tard, donc mon fils aîné d'Angleterre a décidé de prendre un congé sabbatique et de venir faire une sorte de road trip en France pour faire découvrir la France à sa fiancée. Et donc, ils ont passé 6 mois, 3 mois sur la côte atlantique, 3 mois dans le sud. Et les 3 mois qu'ils ont passés à Mimizan, donc à un moment, on a pu se réunir. Et donc, tous ensemble. Et puis, ça donnait l'occasion aussi à la fiancée de mon fils d'apprendre à nous connaître hors circonstances dramatiques, puisque la première fois qu'on l'avait vu, malheureusement, c'était lors du décès de Laura. Et là, ça s'est passé un petit peu mieux. On a passé des bons moments ensemble. Ma petite puce était toujours pas bien, hein, donc c'était compliqué au niveau émotionnel. Elle avait déjà son cancer? Pas encore. Non. Pas encore, non, c'était 1 an avant. Mais elle était vraiment, vraiment pas bien, à fleur de peau, donc des fois c'était un petit peu compliqué, il fallait que je fasse attention aux réactions des uns et des autres. Et puis, à ce moment-là, j'ai vu mon fils le plus jeune, donc celui qui avait été dans le déni la première semaine, avoir une réaction qu'il n'avait pas encore eue, puisqu'à un moment, on faisait un repas tous ensemble. Et le but de ce repas était aussi de fêter les 18 ans de la petite sœur, hein, qu'ils avaient eu lieu quelques jours plus tôt. Donc voilà, ça se passait à peu près bien. Et puis à un moment, on avait mis de la musique, il y a une chanson qui passe, et il y avait des paroles qui disaient Why did you have to go away? Pourquoi il a fallu que tu partes? Et là, on s'est tous regardés, une espèce de frisson qui nous a saisis. Moi, j'ai eu les larmes aux yeux. Je me suis dit, il ne faut pas que je pleure, ça va plomber, tout le monde va pleurer. Puis, comme je n'arrivais pas à le contrôler, je suis allée dans l'arrière-cuisine. Et là, je me suis effondrée en larmes. Et donc, mon fils le plus jeune est venu me rejoindre, à ma grande surprise. Et il m'a juste pris dans ses bras et il a pleuré aussi. Et on a vécu ce moment très fort ensemble. Et c'est un moment qu'on n'avait pas encore eu l'occasion de vivre ensemble. Et pour moi, ça a été très réparateur, dans le sens que il s'exprimait et qu'il estimait que j'avais réussi à laisser de la place à son chagrin et qu'il pouvait l'exprimer aussi. Donc après, on s'est un petit peu séché les yeux et tout, on s'est dit on va les rejoindre, il ne faut pas qu'ils s'inquiètent et tout ça. Mais oui, je garde ce moment très fort dans ma tête comme vraiment quelque chose de privilégié que j'ai vécu avec mon fils. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre? Ce qui m'a poussée à écrire ce livre, en fait, j'ai envie de dire qu'il est presque arrivé par accident, ce livre, mais un accident qui était prévu à mon insu.
C'est-à-dire que la toute première année de la perte de ma fille, moi, j'écrivais pour aérer un peu mes pensées, pour laisser sortir tout le chagrin, pour aller mieux. C'était un effet thérapeutique. Et puis, très rapidement, j'ai décidé de les publier sur un blog, ces textes. Et donc, à raison d'à peu près un par semaine, ça sortait régulièrement. Et comme j'étais sur plusieurs groupes de deuil, je relayais donc l'article à chaque fois et j'avais énormément de retours. J'avais entre 100 et 300 lectures à chaque fois et des parents qui me disaient « Waouh, merci beaucoup, tu as réussi à mettre des mots sur ce que moi, j'arrive jamais à exprimer. » Donc, ça m'a porté la première année, ça m'a vraiment porté. Puis après, je me suis dit, parce que c'est vrai que la première année, quand on perd un enfant, on perd aussi toute pudeur. C'est très paradoxal, mais en tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et en parlant avec d'autres parents, je découvre aussi. C'est-à-dire que qui que ce soit que je rencontre, si j'allais par exemple faire une prise de sang au labo ou que j'allais chez le coiffeur ou chez le dentiste, j'éprouvais le besoin de dire j'ai perdu ma fille. C'est ridicule, Alors hein. là, je t'interromps, je ne sais pas si c'est la... Enfin, toi, tu dis que c'est de la pudeur. Moi, peut-être c'est quand il nous arrive quelque chose de grave dans la vie. Bon, moi, je n'ai pas perdu d'enfant, heureusement. Mais je veux dire, quand il nous arrive, moi, c'est pareil. Tu vois, c'est comme si tout le monde devait savoir. Je sais Oui, pas. c'est ça, mais vous vous rendez pas compte, il m'est arrivé ce truc Ouais, ouais. infernal, parce qu'on va pas dire incroyable, il faut que je vous le dise, il y avait vraiment on a besoin de le sortir hors de soi, de Oui, le c'est ça, dire, oui. Je crois que que c'est les ça, gens oui. en aient conscience. Ouais. Mais au bout d'un an, ça se tarit un peu. Et j'ai retrouvé ma pudeur naturelle. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais à t'étaler partout comme ça? C'était assez. Et du coup, j'ai arrêté d'écrire sur mon blog. Et puis surtout, j'avais le projet quand même d'écrire un livre sur ma fille. Alors, le livre qui vient de sortir n'est pas un livre sur ma fille. Ce livre-là verra probablement le jour, mais plus tard. Ce livre-là que je viens de sortir, du coup, c'est plus le cheminement de ce qui se passe dans la vie d'après. Dans la vie L'impact d'après, oui, c'est et les ça. résonances sur tous les aspects de notre vie, les frères et sœurs, forcément, la Bien sûr. systémique familiale, mais aussi le travail, la santé, nos envies, toutes ces choses-là. Et donc, au bout d'un an, j'ai arrêté d'écrire sur le blog, mais j'ai continué d'écrire. Mais cette fois, au lieu d'écrire sur mon ordinateur, j'ai écrit dans plein de carnets. C'était un peu en forme journal intime. Et Oui. ça me faisait du bien aussi. Et puis, au bout de 3 ans et demi, je crois, j'avais l'impression de m'embourber, de ne pas avancer. Je m'en voulais énormément parce que je m'étais promis d'écrire un livre sur ma fille et ça n'avançait pas. Et puis, un jour, je me suis dit, mais ton livre, en fait, tu l'as déjà. Pourquoi tu compiles pas tous les articles de ton blog et puis tu ajoutes à la suite tout ce que tu as écrit pour toi-même et tu en fais quelque chose. Mais je voulais pas que ce soit un livre témoignage classique qui part de la date du décès de ma fille à où j'en suis maintenant. Je voulais y ajouter une dynamique plus intéressante, à mon sens, et qui en plus pourrait accentuer cet effet de déferlante, comme on dit, hein, de sac et de ressac, on avance, on recule. Et je me suis dit, voilà, d'où la valse du sablier. C'est-à-dire, le sablier, on le retourne et une saison s'écoule. Quand cette saison-là s'est écoulée, on passe à la même saison, mais l'année suivante. Et donc, je retrace d'abord tous les printemps, puis tous les étés, puis tous les automnes et enfin tous les hivers. Et je le fais donc du 15 octobre 2016, quand est partie ma fille, au 2 mars 2020, le jour où elle aurait dû avoir 29 ans. Et ça me fait 4 ans et demi. Et on fait une boucle comme ça. Et du coup, c'est moins plombant que si je l'avais fait chronologiquement, parce qu'on aperçoit les lueurs d'espoir au fur et à mesure qu'on avance. Puis après, on retombe pour mieux comprendre. Et donc, voilà. Et je ne parle... Alors, je te coupe. Le sablier, c'est aussi. Enfin, moi, quand j'ai lu le titre hier, la valse du sablier, c'est ces allées, ces retours. Oui, Je présume qu'il y a des moments où on avance, puis il y a des moments où on recule pas mal. Et puis on se dit, mon Dieu, enfin, on doit se dire, je ne sais pas, je ne veux vraiment pas. Enfin, présumer de ce que tu as pu ressentir. C'est tellement intime. Mais je veux dire, le sablier, ça va, ça vient, ça va, ça vient. Et tu m'as dit, quand on a préparé cette interview, tu m'as dit, je voulais aussi, donc, de survivre, revivre. Voilà, oui, revivre et puis justement, alors tirer
je ne sais pas comment dire. Alors bon, bah, c'est tout simplement la résilience. Comment on peut, d'un événement aussi traumatique, aussi tragique, aussi épouvantable, euh, trouver quelque chose de positif. Enfin, je ne sais pas, très mal exprimé, mais bon, le fait que tu te sois réunis, enfin que soyez trouvés au moment du confinement avec ces deux autres mamans, tu as donc maintenant, tu joues un rôle important comment dire, dans la valse du sablier de toutes ces mamans qui malheureusement ont perdu un enfant. Tu as un rôle très important. Merci Sylviane, c'est très joliment dit ce que tu viens d'exprimer. Oui, effectivement, en tout cas, ben, c'est mon but, hein, c'est le but aussi de Sandra et Caroline, les deux autres coprésidentes. C'est effectivement, ben, avec nos petits moyens à nous, notre expérience et le fait que maintenant on s'attache à voir le reste de notre vie comme quelque chose qui nous appartient encore et dont on peut faire quelque chose de beau, essayer de transmettre ça aux autres, de les aider à trouver en elles cette résilience et ces ressources et cette force d'avancer, avec l'espoir que bah, leur enfant, il est parti, on ne voit plus nos enfants. Mais quelque part, par des choses qu'on ne comprend pas et qu'on ne conçoit pas maintenant, ils sont quand même encore en nous, autour de nous. Et on se doit de faire de notre vie quelque chose de beau parce que leur vie à eux était très belle et nous a amené tant de belles choses. Oui, et alors, suite à ça, ce que tu viens de dire, j'ai interviewé beaucoup de personnes, au moins trois ou quatre, dont une grande, enfin une scientifique, c'est justement comment on peut dire, alors je ne me rappelle plus c'est VSCD, je crois, c'est ça. C'est comment dire, quand les personnes sont décédées, on a des signes, je viens de faire un article même là-dessus, des signes de personnes qui sont décédées. Alors, on n'y croit pas, mais le fait est qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de témoignages là-dessus qui parlent, et c'est étudié scientifiquement, justement, avec cette dame de Suisse et puis des anglo-saxons, où Oui. on peut recevoir des messages. Alors, je me permets de te poser la question, as-tu reçu des messages de Laura? Alors, oui, et justement, j'en parle aussi dans mon livre. Et je parle surtout de comment je suis passée de je ne veux absolument pas une consolation facile, hein. Ce ne sont pas des signes, ce sont des choses que je souhaite, mais que mon imagination construit pour que j'aille mieux, à reconnaître que oui, ce sont des signes et commencer à admettre, puis à complètement croire que ma fille existe encore. Et donc, j'ai aussi eu effectivement des contacts médiumniques absolument non recherchés de ma part, mais qui me sont tombés dessus, puisque ma fille tenait quand même à me faire passer des messages, elle a trouvé moyen de le faire. Donc, dans mon livre, on voit aussi cette progression de quelqu'un qui ne veut pas croire à tout ça parce que ce serait une consolation trop facile, elle veut d'abord être sûre, à quelqu'un qui finit par déjà s'autoriser à croire, ouvrir une petite porte. Et on voit ce qui se passe quand la porte s'entrouvre. Et je peux vous assurer, quand on entrouvre la porte, elle s'enfonce d'un coup. Et vous ne pouvez plus jamais faire marche en arrière. Et c'est ce qui m'est arrivé à moi, et mon livre en témoigne aussi. Alors, pour terminer, parce que c'est fascinant tout ce que tu nous racontes, enfin fascinant par rapport aux signes, et puis tu exprimes de façon très pudique, justement, et moi j'ai trouvé ce groupe de mamans lumineuses et les papas aussi, j'ai trouvé, chacun racontait, bon, j'ai eu plusieurs contacts avec plusieurs mamans, et franchement, moi j'ai été sidérée, bon, ma fille aussi d'ailleurs, j'ai été sidérée par le courage, hein, le courage de ces mamans et vraiment cette association. Donc je vais mettre dans l'article, je vais mettre dans mon article le lien. Hein, si, tout le monde peut entrer, venir dans cette association ou c'est fermé ou qu'est-ce qui se passe? Alors, alors, il y a plusieurs volets à notre association. Donc, on a effectivement le groupe privé sur Facebook qui est lui uniquement réservé aux parents qui ont effectivement perdu un enfant, parce qu'on tient à ce que cet espace de partage reste une sécurité pour eux, c'est important. Mais on a aussi une page Facebook, et là, on traite tout type de deuil. Donc, on y poste régulièrement des publications sur des sujets comme ceux dont on vient de parler tout à l'heure, mais aussi ressources. Et puis on fait aussi des conférences d'éveil spirituel.
Et on a aussi un site internet maintenant qui reprend un petit peu tout ça pour les gens justement qui n'auraient pas accès à notre groupe privé sur lequel je dois avouer il se passe effectivement le plus de choses. Et là, cette année, on met en place également en présentiel dans notre région, à Biscarrosse et à Bordeaux, des groupes de parole pour tout type de deuil en présentiel. Sachant que donc Sandra, Caroline et moi-même avons suivi une formation avec l'organisme Empreinte. On est allé à Paris à 2 reprises pour avoir vraiment la formation d'accompagnant au deuil, mais aussi de comment animer des groupes d'entraide. Donc D'accord. voilà, on a à cœur d'avoir nous-mêmes les outils pour aider les autres et de ne pas faire n'importe quoi. Tu sais quand ton livre va sortir? Alors, je pense avant l'été, puisque là, la prévente a été lancée hier. Si les choses vont très rapidement, normalement, une fois que la prévente est terminée, 1 ou 2 mois après, le livre est disponible. D'accord. Eh bien, écoute, je vais mettre tous ces renseignements, bien sûr, dans mon blog, dans l'article. Hein. Je te remercie infiniment. Alors, je recommande la lecture de ce livre parce que, d'après tout ce que tu nous as dit, et puis franchement, ça peut aider énormément de gens. Alors, évidemment, les gens qui ont perdu un enfant, mais pas que. Pas que, parce que le deuil, on dit oh, faire son deuil. Il y a des gens qui font un deuil où on a le sentiment, où on a l'impression plutôt, on a l'impression qu'ils font leur deuil rapidement, mais comme tu l'as très bien dit et judicieusement dit, ton fils, on avait l'impression que les trois garçons ben, le montraient moins, ou l'avaient fait rapidement. En réalité, il n'en est rien. Chacun vit à son rythme et chacun va être résilient à sa façon. Finalement, c'est ça. Et écoute, que peux-tu nous dire pour terminer cette interview? Que mon livre, effectivement, s'adresse aussi aux gens qui n'ont pas perdu d'enfants. Il ne faut pas avoir peur de le lire. Vous n'allez pas pleurer de la page 1 à la page 520, je vous le promets. Il y a aussi plein de choses sur ce qui me passionne dans la vie, mes voyages, la photographie. Et puis, surtout, je voudrais dire un immense merci à mes 4 enfants parce qu'ils me portent au quotidien et je ne suis pas sûre qu'ils en aient pleinement conscience. Mais c'est ainsi, et pour moi, ma famille et mes 5, y compris ma Laura, resteront la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Écoute, vraiment, je suis très émue de tout ce que tu nous as dit. Hein. C'est vraiment, et puis cette façon naturelle, vraiment bienveillante dont tu parles d'un sujet qui est pour moi absolument épouvantable et pour beaucoup de gens. Et je ne peux que, enfin, je vais mettre là, pour la prévente, je ne peux que chaleureusement demander aux personnes, eh bien, évidemment, de lire ce livre. De toute façon, je savais, en te connaissant, le jour où je t'ai connu, j'ai senti, bon, intuitivement, heureusement, je fais confiance à mon intuition, quand même. Ça serait dommage, hein, après avoir écrit 2 livres sur l'intuition, de ne pas y faire attention. Ça ne serait pas très cohérent, surtout. Et donc, j'ai senti qu'effectivement, il y avait quelque chose qui me rapprochait de toi pour en faire part sur mon blog. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté de parler d'un sujet aussi douloureux. C'est moi qui te remercie, Sylviane, en tout cas, pour l'invitation et ta bienveillance et ta gentillesse de Bon, eh bien, m'avoir donné écoute, la parole. quand le livre sortira, j'en Mhm. parlerai bien sûr sur mon blog, ça tu peux être sûr. Et vraiment, votre association, avec la bienveillance et puis la gentillesse que j'ai vue, que je découvrais ça moi, hein. Je ne connaissais absolument pas cette association. Eh bien, écoute, je ne peux qu'encourager tout le monde, enfin les personnes qui malheureusement ont perdu un enfant. Je l'ai déjà recommandé à une amie à moi qui a eu sa cousine qui est décédée et son ex-compagnon qui est aussi décédé. Alors c'est différent, mais je leur ai conseillé effectivement de ton association avec tes 2 autres coprésidentes, on va dire. Écoute, je te souhaite plein de bonheur avec ton livre, plein de ventes, surtout de vraiment que les gens comprennent le cheminement qui n'est pas, et comme tu l'as dit, ça n'est pas du tout dans le pathos, ça n'est pas en pleurant, c'est vraiment, tu parles avec le cœur et je te remercie beaucoup d'avoir accepté de parler avec le cœur. C'est pas toujours évident. Merci, Sylviane. À très Merci. très bientôt. À bientôt. Au revoir.